Un jeune garçon nommé Xiao Bei, à la recherche de l'immortalité, a accidentellement rejoint une secte pleine de charlatans. Pendant ce temps, ses frères aînés se vantaient tour à tour, prétendant créer des techniques puissantes. Mais ils étaient loin de se douter qu'ils allaient rencontrer un génie étrange, capable de comprendre même les techniques factices. Toute la secte est restée figée sous le choc, ne comprenant pas qui était ce jeune disciple. Xiao Bei s'est retrouvé dans un autre monde, tout comme ces auteurs de romans en ligne qui aiment voler des intrigues. Après 9 ans de travail acharné, il a enfin terminé sa formation. Mais il a alors découvert par hasard que ce monde dans lequel il se trouvait était en réalité celui de la cultivation. Le système a décidé que les paramètres du monde avaient probablement été mal entrés, mais ce n'était pas grave. Xiao Bei tomba à genoux, impuissant, et crut en lui-même. Après tout, elle ne se doutait même pas de ce qu'il avait dû endurer pendant ces 9 années. Xiao a décidé qu'il ne voulait plus étudier. Et qui voudrait étudier quand on peut déjà atteindre l'immortalité? Après cela, lorsqu'il se rendit à la réunion pour vérifier ses capacités spirituelles, Xiao était très ému. Il voulait retourner sur Terre. Et cette renaissance n'avait absolument rien à voir avec ses fichues nouvelles. Et en fait, il était sûr d'être l'élu. Mais soudain, un homme s'est approché de lui et a décidé de savoir s'il était prêt à atteindre l'immortalité. Après avoir visité la secte Qingyuan Dao, le chef de la secte taoïste Taiwa s'est approché de Chang Yu et lui a dit qu'il avait une mission à lui confier. Il qualifia le jeune homme de bon disciple et lui ordonna d'aider son maître. C'était un grand événement pour eux. Le frère aîné Su Chang ne comprenait pas quel événement important pouvait bien se produire dans une secte aussi petite et insignifiante que la leur. Le chef de Taiwan expliqua que les autorités supérieures avaient récemment publié un nouveau décret interdisant les sectes inférieures comme la leur. Et si, dans un délai d'1 an, ils ne parvenaient pas à recruter 8 disciples permanents et à passer au rang de secte de 3e catégorie, ils seraient dissous. Su réfléchit et répondit qu'il ne leur restait plus qu'une seule personne à trouver. Le chef expliqua que ce n'était pas si simple. Hier, il s'était rendu à une réunion pour vérifier les capacités spirituelles. Toutes les sectes y recrutaient désespérément des disciples, les prix étaient exorbitants. Ils utilisaient même sans vergogne des stratagèmes de séduction. Les filles se jetaient sur les garçons et leur demandaient de cultiver ensemble. Mais au final, il a quand même réussi à en trouver un. Même s'il est complètement novice et sans capacité spirituelle. Heureusement, c'est quelqu'un de bien, et surtout, il n'est pas prêt à accepter de salaire. Ce garçon s'appelle Y-Ping et il a dit que l'argent n'était qu'une bagatelle pour lui. Si le professeur peut lui apprendre à cultiver l'immortalité, il est prêt à tout. Et le maître ne doit pas penser à ce que la secte peut lui apporter, mais surtout à ce qu'il peut lui apporter lui-même. Le chef a décidé de demander à son aîné, Chang Yu, où il pourrait trouver un autre élève aussi doué. Mais il s'inquiète, dès que Ping comprendra à quel point leur secte est faible et qu'il n'y a rien à apprendre ici, il s'enfuira très probablement. Cependant, son maître a imaginé un plan brillant. En termes simples, montrer sa supériorité. Que Chang prenne ses élèves et qu'il compose à tour de rôle des techniques de combat incompréhensibles dans leurs domaines respectifs et l'enseigne. Il faut gagner du temps. Et dans 1 an, lorsque la secte sera établie, que Ping décide lui-même s'il reste ou s'il part. Chang ne comprenait pas pourquoi le chef prenait cela au sérieux, ce n'était qu'une comédie. Et le maître sait-il quel surnom ses camarades lui ont donné dans son dos? Le chef fut surpris et ne savait pas lequel. Chang appela son surnom « l'élève inutile ». Mais il était tellement en colère que ses forces quittaient son corps. Mais en réalité, quand il s'agit de se vanter, dans toute la région de Qingzhou, il ose dire qu'il est le 2e après personne. Et personne d'autre n'oserait prétendre être le premier. Et le maître s'adressa à lui. Après tout, c'était sa spécialité. Mais le chef ne comprenait pas si c'était une raison d'être fier. Mais il décida que, quoi qu'il en soit, si Chang parvenait à le retenir pendant au moins 1 an sans échec. Mais Chang l'interrompit et lui fit signe qu'il le retiendrait pendant 5 ans. Le chef fut d'abord surpris. Mais Chang expliqua que s'il s'était engagé, gagner du temps pendant seulement 1 an était un objectif trop modeste. Il n'aurait aucun mal à venir à bout d'un naïf et d'un raté comme lui. Au moins à partir de ce moment, qu'il n'admire que les nuages verts, et non les immortels, et qu'il devienne un homme des nuages verts dans sa prochaine vie. Le chef se réjouit et dit que ce n'était pas mal. Le roi des têtes vertes fait honneur à son nom. Mais Chang décida que s'il ne remplissait pas sa mission, il mangerait cette épée crue. Il l'avalerait avec de la sauce. Et si le maître n'avait rien d'autre, l'élève s'en irait. Et ce soir, il l'attendrait sur la montagne arrière. Le chef décida d'être hospitalier et voulut initier l'élève à son épée. Mais Chan répondit que cela ne valait pas la peine. Et même en 3 jours seulement, on peut voir une personne sous un nouveau jour.
Aujourd'hui, il n'est plus ce petit élève qui avait besoin des conseils du maître. Et en voyant l'élève Chang lever la main et faire son geste, le chef fut surpris et comprit ce que cela signifiait. Chang expliqua que c'était l'épanouissement que le maître souhaitait. En voyant cela, le chef ne comprit pas quelle technique de maniement de l'épée c'était. Et il ne comprenait pas comment cela était possible. Il était clairement un épéiste médiocre qui, en 10 ans, n'avait maîtrisé aucune technique complète. Mais le chef était sûr de lui et dit que l'élève ne ferait pas cela. Chang a ri et a dit qu'il n'avait pas pu s'en empêcher. Et il a décidé de se vanter un peu. Le chef a dit qu'il considérait cela comme un chef-d'œuvre et espérait que le nouvel élève ne deviendrait pas fou à cause de lui. La nuit, au sommet de la montagne arrière, Chang attendait l'arrivée du nouvel élève. Mais il avait très froid. C'était l'endroit qu'il avait spécialement choisi pour créer une atmosphère propice. Mais soudain, il entendit les pas du nouvel élève. Il a immédiatement décidé de se préparer et de montrer sa force. Pendant ce temps, Ping a gravi la montagne sans force. Il pensait que les immortels n'étaient vraiment pas des gens ordinaires. Mais en levant la tête et en voyant son maître, il fut choqué par sa puissance et par la majesté avec laquelle il se tenait debout. Chang décida immédiatement de démontrer ses capacités et libéra son énergie. L'énergie sortit de son corps et se dirigea vers l'épée, qui sortit immédiatement de sa ceinture. En voyant cela, Ping comprit qu'il s'agissait d'une épée d'immortalité. Mais après réflexion, il décida que quelque chose n'allait pas. Après tout, une secte prête à accepter un déchet aussi insignifiant que lui, sans force spirituelle, devait être très mauvaise. Mais il ne comprenait pas pourquoi elle avait un disciple aussi inhabituel. Puis il réfléchit à nouveau et prit une décision. À première vue, cette secte ressemble à une secte de 3e ordre, non enregistrée, mais en réalité, c'est une secte ultra-secrète du monde caché, où chacun est un puissant combattant. N'importe lequel d'entre eux pourrait facilement l'envoyer au paradis. Et ce phénomène ressemble à celui d'aujourd'hui, lorsqu'il a suivi pour la première fois le maître dans la secte. Et c'est un sentiment écrasant de désolation. À l'époque, il n'y avait pas prêté grande attention, mais maintenant, il se souvient que c'était déjà trop. Quoi qu'il en soit, il s'agit tout de même d'une secte de cultivation. Mais il ne comprend pas comment elle a pu se retrouver dans un état aussi délabré. Et pourtant, malgré la ruine, chaque recoin était impeccablement propre. Et c'est très suspect. Et tout ici éveille les soupçons. Ils se tiennent délibérément dans l'ombre pour se cacher du monde, et alors tout se met en place. Ping partagea ses émotions, disant que même parmi les 3 millions d'immortels armés de sabres dans les cieux, il serait obligé de s'incliner devant lui. Shan Yu a immédiatement apprécié le style de ce garçon. Et désormais, il sera son disciple. En réalité, il ne s'attendait pas à recevoir en cadeau un poème aussi parfaitement pompeux simplement en sortant à sa rencontre. Et Chan décida que, puisque son nouveau petit frère le louait autant, il serait impoli de ne pas lui rendre l'appareil. Bien qu'il ait peu de réserve, il lui donnera une chance et de la chance. Et il montra toute sa puissance de cultivation et son énergie. Chang se présenta comme le frère aîné de la secte Qingjian. Et cette brise était en fait un art secret capable d'augmenter considérablement son talent pour la cultivation. Ping s'étonna qu'une simple brise puisse augmenter considérablement le talent de cultivation. Et comment une secte aussi ordinaire pouvait-elle faire cela? Ping remercia le maître pour sa grande gentillesse. Il n'avait rien pour le remercier. Chang répondit qu'il n'y avait rien de grave. En fait, il pensait que c'était juste une légère brise qui ne pouvait pas être plus pure. Avant d'enseigner l'art du sabre à son jeune frère, Chang voulait lui poser une question. Ping se souvint soudain qu'il avait lu cela dans des livres. Avant de révéler un secret, un maître incomparable pose toujours une question. Et Chan a décidé de lui demander ce qu'il pensait être le summum dans l'art du sabre. Il comprenait que seule une personne aussi prétentieuse que lui, le véritable roi de la suffisance, pouvait poser une question aussi pompeuse. Et quoi qu'il réponde, tout serait faux. Il pouvait ainsi montrer à quel point sa compréhension de l'épée était profonde. Et personne ne le faisait mieux que lui. Ping comprit que même la formulation de cette question était parfaite. Le maître caché était presque une certitude. Mais la question lui semblait simple, alors qu'elle recelait une essence infinie. Une personne ordinaire dirait quelque chose comme « tuer l'ennemi en 10 pas, parcourir 1000 kilomètres sans laisser de traces ». Mais ce n'est certainement pas aussi superficiel. Dans tous les cas, il faut être prudent dans sa réponse. En réalité, Chang lui a simplement posé la question, il ne faut pas la prendre trop au sérieux. 1 heure plus tard, Chang était fatigué d'attendre la réponse à sa question. Il se mit à penser qu'il allait mourir de froid sur cette montagne. Et Chan lui demanda de répondre. Ping répondit que le plus jeune croyait que le summum de l'art du sabre était un seul brin d'herbe capable de couper le soleil, la lune et les étoiles.
Chang fut très surpris par cette réponse, un brin d'herbe capable de couper le soleil, la lune et les étoiles. Même lui, qui pratiquait l'art du sabre depuis 20 ans, même les plus forts qu'il ait jamais vus ne pouvaient, au maximum, couper une montagne d'un seul coup. Et un brin d'herbe qui coupe le soleil, la lune et les étoiles, c'est déjà un niveau de super simulation. Pain eut peur que sa réponse ait été trop exagérée. Il espérait qu'il ne lui en voulait pas. Chang remarqua que ce garçon était très doué, qu'il s'exprimait avec justesse et qu'il avait une âme sœur. Mais Chang a décidé que c'était trop exagéré. Dans la cultivation, l'essentiel est la stabilité. Et le jeune frère visait trop haut. En entendant ces mots, Ping a reconnu son erreur. Mais Chan a décidé de lui montrer sa maîtrise de l'épée de l'immortalité. Après avoir terminé sa technique, il a dit qu'il lui laissait une marque de sabre. Et cette marque de sabre est ordinaire, si l'on peut dire. Mais si on le qualifie d'inhabituel, il contient la plus puissante intention d'épée au monde. La mesure dans laquelle son élève le comprend dépend de sa perception. Et il testera ses capacités dans 7 jours. Pain comprit qu'il s'agissait sans aucun doute de la plus puissante technique d'épée du maître du monde caché. Il avait de la chance, il était tombé sur une secte de puissants maîtres cachés. En descendant de la montagne, la jeune fille s'adressa à son frère aîné et décida de lui demander quel était le talent de leur nouveau petit frère. Chang pensa immédiatement que sa petite sœur était encore en train d'espionner. La jeune fille sourit et dit qu'elle était curieuse. Mais Chang lui demanda de remettre cette conversation à plus tard. Son frère aîné voulait lui demander si elle savait à quel point la technique supérieure de l'épée était puissante. La petite sœur était sous le choc et ne comprenait pas le rapport avec l'art de l'escrime. Mais Chan décida de lui expliquer que la technique suprême de l'épée consistait à utiliser un seul brin d'herbe pour trancher le soleil, la lune et les étoiles. La petite sœur était sous le choc et félicita son frère aîné pour ses talents de comédien, car il s'était encore amélioré. Le frère aîné, ravi d'entendre ces mots agréables, comprit qu'il était génial. Mais sa sœur lui demanda de répondre à sa question. Elle lui demanda combien de temps il faudrait à leur petit frère pour comprendre l'intention du sabre. Chang ne savait pas vraiment comment il pourrait le comprendre. Après tout, il ne l'avait pas encore compris lui-même. La sœur expliqua qu'elle parlait de l'intention habituelle du sabre. Mais Chan répondit avec assurance qu'il ne savait pas. Sa sœur fut surprise et pensa que son frère se moquait d'elle. 2 heures plus tard, derrière la montagne, près du rocher Ping, il se tenait devant la fente de l'épée de son frère aîné et réfléchissait. Pour lui, cela ressemblait à une fissure ordinaire. Il ne comprenait pas où se trouvait la plus forte intention de l'épée. Il se prit la tête entre les mains et considéra que tout cela n'avait aucun sens. Après tout ce qui s'était passé auparavant avait déjà prouvé que son frère aîné était sans aucun doute un maître. Il s'avère donc qu'il ne s'était tout simplement pas entraîné assez assidûment. Il regardait la fissure de ses propres yeux et continuait à la regarder depuis plusieurs heures déjà. Mais bientôt, une silhouette apparut dans la tête de Pain. Cette silhouette tenait une longue épée et commença à montrer des techniques d'escrime. Il démontrait ses techniques de maniement de l'épée. Et la lame de l'épée brillait comme celle d'un immortel. Le son était comme si une énorme cloche de bronze résonnait dans ses oreilles. Les 4 styles d'épée, les 12 techniques, tout devenait de plus en plus clair. Puis, comme s'il dégainait lui-même son épée et s'entraînait. Et pas une seule fois, mais encore et encore. À 3 reprises, il fit la démonstration de sa maîtrise de l'épée immortelle. Pain ne remarqua pas qu'il avait lui-même commencé à effectuer les mouvements. S'insinuant dans son esprit et avec une force plus féroce que le flux de l'illumination divine. Voyant une lumière vive derrière lui, il ne comprenait pas ce qui se passait. Il pensa que c'était son frère aîné. Mais il n'aurait jamais pensé qu'une simple brise pouvait élever son talent à un niveau aussi effrayant. Mais ce n'est pas seulement un maître inégalé. Après une telle série d'échecs, il a enfin décroché le jackpot. Pain essaya de se calmer. Il sentait que cette marque laissée par l'épée lui permettrait certainement de maîtriser encore plus de techniques d'épée. 7 jours plus tard, dans la résidence des frères aînés, Chang rassembla son coffre pour faire semblant. En ouvrant son coffre, il se réjouit et se dit que c'était une très bonne journée. Parfaite pour faire semblant. En se dirigeant vers la montagne, il se sentit soudain fatigué. S'il avait su, il aurait choisi un autre endroit pour faire semblant. Et soudain, il se demanda pourquoi tout le monde pensait que pratiquer l'escrime était si facile. Mais il trouve cela très triste. Il y a 7 jours, sa petite sœur s'est rendue compte que son frère ne connaissait pas l'essence de l'épée. Elle le considérait comme un cas désespéré, car il apprenait l'escrime depuis 10 ans et ne connaissait toujours pas l'essence de l'épée. Mais Chang s'est mis en colère et lui a demandé de ne pas dire n'importe quoi. Elle ne comprend rien. L'escrime n'est pas une chose facile. L'épée des 4 tonnerres, que maîtrise son frère aîné, n'est pas une technique simple. Il fait partie des 10 meilleurs de Quinzhou.
À l'époque, le taoïste des 4 saisons était célèbre dans tout Quinzhou grâce à cette technique d'épée. C'est un art de l'épée d'une rigidité extrême et longue, divisé en 4 séries complètes pour le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et si quelqu'un maîtrise les 4 séries, il pourra invoquer le tonnerre des 4 saisons. Et chaque série est divisée en 4 petits niveaux, début, compétence, maîtrise et perfection. Tout cela semblait impressionnant à la petite sœur. Elle décida de demander à son grand frère quel était son niveau. L'aîné répondit que l'épée du tonnerre printanier avait atteint le niveau de compétence. Au total, 18 techniques d'épée. La cadette fut surprise que son frère ne maîtrise que le tonnerre printanier. Mais Chang ne comprenait pas ce que signifiait seulement le tonnerre printanier. Après tout, il n'y a que 4 niveaux de base. Ses progrès sont clairement considérés comme exceptionnels à Quinzhou. Et son frère aîné avait atteint le niveau de compétence en seulement 10 ans. Dans moins de 10 ans, il atteindrait la maîtrise. Et dans 100 ans, la perfection. Et alors, elle verrait à quel point il était vraiment fort. Mais la cadette se demanda, si son petit frère comprenait par lui-même l'essence de l'épée, quel talent cela représenterait-il sur le chemin de l'épée? Chang a expliqué que sur le chemin de l'épée, la technique est secondaire. L'essentiel, c'est la volonté de l'épée. Et plus la volonté du sabre est forte, plus toute technique du sabre devient miraculeuse. Même un simple pieu inspire la peur. Mais franchir les 3 grandes barrières de la volonté du sabre est aussi difficile que d'atteindre le ciel. La première d'entre elles est la volonté infinie du sabre. Et dans les 10 états, un seul maître a à peine effleuré ce niveau. Il est connu comme le seigneur de l'épée Taizyu, vénéré dans les 10 états. Mais la cadette dit simplement que s'il avait vraiment atteint ce niveau, à quel niveau serait-il alors? Chang pensait que c'était absolument impossible. Et il lui a demandé d'oublier son petit frère, car même le plus grand prodige de Quinzhou depuis 500 ans n'avait pas réussi à atteindre la volonté infinie de l'épée. Finalement, Chang gravit la montagne et se demanda si son petit frère s'était réveillé. En regardant de plus près, il vit son petit frère debout devant la marque de sa lame. Il ne savait pas de quoi il s'agissait. Les énormes cernes sous ses yeux indiquaient qu'il n'avait pas encore dormi. Et il ne voulait pas croire que cet idiot avait sérieusement investi dans ce signe de l'épée. C'était une mauvaise idée. Et maintenant, il avait l'air d'un méchant. Il eut pitié de lui et comprit que, pour le bien de la secte, il allait devoir supporter cela. Il se rachèterait ensuite d'une manière ou d'une autre. Pin leva la tête et vit que son frère aîné était arrivé. Chan lui demanda comment se passaient les entraînements. Pin raconta qu'il avait compris cela tout seul, et tout cela grâce à l'opportunité que lui avait donnée son frère aîné. Mais Chang lui demanda de ne pas se décourager. Il était tout à fait normal de ne pas y arriver. Mais soudain, il s'arrêta, stupéfait, et redemanda à son cadet ce qu'il venait de dire. Pin répondit à son frère aîné que tout était vrai. En comptant ce matin-là, il avait compris au total 400 techniques d'épée. Chang pensait que c'était impossible. Il se moquait de son frère simplement parce qu'il ne s'était jamais entraîné au maniement de l'épée. Et ce signe d'épée, il l'a griffonné à la hâte, il sait très bien ce que c'est. Et il pensait que son cadet se moquait de lui à mort. Mais Pin ne comprenait pas pourquoi son frère aîné se moquait de lui. Et est-ce vraiment parce que le cadet a si peu compris qu'il se moque? 400 par jour, ce n'est pas peu. Mais il changea ensuite d'avis, pensant qu'un maître comme son frère aîné connaissait sûrement des dizaines de milliers de techniques d'épée. Son aîné lui avait transmis son savoir à la petite cuillère et lui avait même donné une excellente opportunité. Avec un peu de talent, apprendre 1000 techniques par jour était un jeu d'enfant. Et Chang décida qu'il n'y avait pas lieu de mentir. Cette technique d'épée était complexe, et il était tout à fait normal de ne pas pouvoir la maîtriser. Il ne le regarderait pas de haut pour autant. Mais Ping répéta qu'il ne mentait pas. Il avait vraiment maîtrisé 400 techniques. Pin pensa que son frère aîné estimait qu'il n'était même pas digne d'apprendre 400 techniques. Mais Pin estimait que même si son talent était faible, c'était lui qui lui avait donné cette opportunité. 400, ce n'était pas beaucoup, il y arriverait. Chang pensait en réalité autrement. Encore un autre élève qui sous-estimait la voix du sabre. Mais à ce moment-là, Su Chang était vraiment un peu en colère. Il n'était pas un maître de haut niveau, mais la douleur que beaucoup de gens ordinaires endurent pour grandir n'en est pas moins grande. Et pourtant, ils sont souvent ridiculisés, consciemment ou non, pour leur lenteur à progresser. Et cela blesse n'importe qui. Et Chang a décidé d'être d'accord avec lui et d'examiner les techniques qu'il avait apprises. Il estime que le moment est venu de donner une leçon aux plus jeunes. Il l'aidera à grandir. Pin n'osa pas refuser et accepta. Chan vit alors que le plus jeune osait également accepter. Et c'est cette langue bien pendue qui causera sa perte. Pin prit son épée dans ses mains, et aussitôt, le fer se couvrit d'une magie lumineuse. Puis il commença à montrer toutes les techniques qu'il avait apprises en une seule journée.
Mais les techniques d'épée que Ping montrait étaient rapides comme l'éclair, fluides comme de l'eau qui coule. En un instant, il avait déjà exécuté 36 mouvements. Chang regardait tout cela avec étonnement et n'arrivait pas à y croire. Au même moment, un coup de tonnerre inattendu retentit dans le ciel au-dessus d'eux. Su Chang resta figé, complètement stupéfait. Sous ses yeux, d'innombrables éclairs se fondirent en un dragon de tempête. Et cette image, qui lui était douloureusement familière, qu'il avait vue d'innombrables fois dans ses rêves. Il entendit le rugissement du dragon. Pétrifié, Su Chang était tellement bouleversé qu'il pouvait à peine respirer. Il ne pouvait pas se tromper, il avait bien entendu le rugissement du dragon. Et cette grande perfection de l'épée des 4 orages. Pendant des années, il avait rêvé d'atteindre la grande perfection dans la technique de l'épée du tonnerre printanier. Et entendre ce rugissement légendaire du dragon, alors il pourrait mourir en paix. Et voilà que ce jeune homme avait réussi à atteindre tout cela en seulement 7 jours. Chang cria de surprise, disant que c'était impossible. Mais ce n'était que le début. Après seulement 5 respirations, un tout nouveau rugissement de dragon retentit. Ce dragon du tonnerre, entièrement tissé de foudre verte, symbolisait la grande perfection de l'épée du tonnerre d'été. Et avant qu'il ne disparaisse, presque simultanément, le dragon du tonnerre d'automne apparut. Les 2 rugissements des dragons, rivalisant dans l'éclat des épées d'été et d'automne, atteignirent ensemble la perfection absolue. C'était incroyable, inimaginable. À ce moment-là, l'épée de Pina ne s'arrêta pas, mais se déplaça encore plus vite. De plus en plus vite, jusqu'à ce qu'elle devienne un véritable fantôme. Et le coup le plus puissant de la technique des 4 épées du tonnerre, l'épée du tonnerre hivernal, atteignit enfin la perfection. Mais cette grande perfection était différente des 3 précédentes. Pour Chan, c'était comme si un hiver rigoureux et profond était arrivé. Et ce n'est qu'au 432e mouvement que Ping s'arrêta enfin. Ainsi prit fin la démonstration de 7 jours de son art. À ce moment-là, Ping avait mené à la perfection les 4 épées du tonnerre, printemps, été, automne et hiver. Cependant, Ping ne bougea pas. Ping soupçonnait que quelque chose n'allait pas et il lui semblait qu'il comptait trop sur l'épée elle-même. Le chemin informe engendre toutes les choses tangibles, le néant et l'existence. Et il faut regarder au-delà de l'objet, penser au-delà de soi-même. Il rassembla ses forces et demanda à son frère aîné s'il souhaitait lui dire quelque chose. Mais Ping fut surpris et décida d'essayer l'épée du roturier, qui tranchait le cou par le haut et transperçait le foie par le bas. Ce n'était pas mieux que les combats de coq. Mais l'épée du fil du ciel est forgée à partir des 5 éléments, le yin et le yang s'ouvrent, et elle prend dans sa lame tout ce qui se trouve sous le ciel. Chang était sous le choc et pensa que le cadet vivait une nouvelle illumination, en démontrant simplement une technique d'épée. Et si l'épée du tonnerre hivernal, qui venait d'être montrée, était l'incarnation suprême de la destruction et de la mort. Alors maintenant, l'aura qui émanait de lui était tout le contraire et elle avait appris la renaissance et la nouvelle vie. Mais en un instant, il semblait que des millénaires s'étaient écoulés et que l'énergie, débordante de vitalité, coulait à flots sans fin. Su Chang regardait l'épée invisible devant lui et sentait qu'à cet instant, il était le monde entier. Et il semblait qu'un seul coup négligent pouvait écraser des dizaines de milliers de guerriers. Chang regarda de plus près et fut choqué de voir l'intention de l'épée. Mais elle se dissipa en un instant. Ping vit que sa sensation avait disparu et qu'il ne ressentait plus rien. Mais cela ne dura qu'un instant. Et comme il s'y attendait, son talent était encore trop faible. Chang vit et dit à haute voix que son talent était trop faible. Dans son enfance, il eut la chance de voir une fois le maître de l'épée Taizyu, et c'est à ce moment-là qu'il choisit fermement la voie de l'épée. À l'époque, le maître de l'épée n'utilisait même pas de force spirituelle, mais ses mouvements d'épée, sa pression et ses visions étaient presque identiques à ceux que venait de montrer son jeune frère. C'était sans aucun doute l'intention infinie de l'épée. On ne peut pas seulement le qualifier de premier génie du pays de Jin, on peut le qualifier de premier génie parmi les 10 pays. Avec une telle compréhension de l'art du sabre, même sans force spirituelle, il pourra à l'avenir, à l'aide d'artefacts magiques, de talismans et d'autres moyens inhabituels, atteindre le sommet de la voie du sabre. Ping dit à son frère aîné qu'il savait que les mouvements de l'épée qu'il avait compris étaient assez ordinaires, mais qu'il travaillerait 2 fois plus dur. Chang comprenait que ce n'était pas grand-chose. Dans cette vie, il craignait de ne pas être à la hauteur. Un génie aussi inégalé ne pouvait en aucun cas être laissé partir. Et il se devait de le retenir. Et son masque devait rester impeccable. Il se retourna et vit que c'était tout à fait normal. Et qu'il n'y avait rien d'extraordinaire. Il comprenait que si c'était normal, alors il n'était qu'un moins que rien. Mais soudain, Chang vit quelque chose sur la pierre et demanda ce que c'était. Ping répondit qu'il s'agissait simplement d'un carnet contenant ses observations pendant les entraînements, rien qui mérite l'attention.
Chang fut surpris et eut envie de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais le cadet répondit qu'il avait très honte. En ouvrant le livre, il vit que les 50 premiers mouvements du tonnerre printanier y étaient écrits. Et le frère aîné voulait lui enseigner le principe du sable blanc qui, une fois dans la boue, noircit avec elle. Et les 100 premiers mouvements du tonnerre printanier, le frère aîné voulait lui enseigner le principe. Tout dans le monde s'équilibre, sans bas, il n'y a pas de haut. Et les 50 premiers mouvements du tonnerre d'été, la plus grande droiture semble courbe. En lisant les lignes du cahier, Su Chang se sentit comme s'il regardait le ciel étoilé pour la première fois. Il comprenait chaque mot, mais, mis ensemble, ils étaient aussi vastes et profonds que la galaxie elle-même. Et même s'il ne pouvait pas les comprendre, il était profondément bouleversé. Chang était surpris et n'arrivait pas à croire qu'il ait énoncé ses principes. Ping répondit que tout n'était pas comme son frère l'avait lu. Ce n'était que son interprétation arrogante de la surface des choses. Ce n'était certainement pas même un dixième de la profondeur que son frère aîné voulait réellement transmettre. Mais dans sa tête, il ne comprend pas un seul mot. Et comment le cadet a-t-il pu comprendre cela? Comprendre le Tao à partir du vide, et maintenant il le considère comme un monstre. Et lui-même s'est entraîné assidûment pendant plus de 10 ans et n'a fait qu'effleurer la compréhension initiale du tonnerre printanier. Et ce novice verra mener la technique des 4 tonnerres à son apogée en seulement 7 jours. Et il est tout simplement impossible de croire qu'il ait touché l'intention la plus infinie de l'épée. Chang se retourna et lui ordonna de poursuivre sa compréhension. Il reviendrait le voir dans quelques jours. Ping vit que quelque chose n'allait manifestement pas dans l'expression du visage de son frère aîné. Pensait-il que le talent de son petit frère était trop médiocre et allait-il le renvoyer? Et maintenant, il ne voulait pas du tout cela, car il avait enfin trouvé quelqu'un qui avait accepté de le prendre sous son aile. 6 mois s'étaient déjà écoulés, il avait assisté à plus de 50 réunions sur l'ascension vers l'immortalité, grande et petite, et aucun d'entre eux n'a accepté de l'accueillir. Peut-il simplement rester assis seul, à regarder le ciel étoilé et à comprendre le Tao à partir du vide? C'est tout simplement impossible. Mais quoi qu'il arrive, il devait saisir cette chance et ne plus la laisser passer. D'autant plus que cette secte réunissait des maîtres inégalés. À ce moment-là, dans les résidences des maîtres de la secte, le chef se réjouissait du temps et le trouvait agréable. Il apprécie beaucoup de boire du thé et de profiter des fleurs. Mais voilà que Chang arrive en courant et crie qu'ils ont un problème. Le chef fut surpris et décida de savoir ce qui s'était passé et pourquoi il était si inquiet. Cela ne lui ressemblait pas. Chang alla droit au but, le rêve du maître allait peut-être se réaliser. Leur secte allait enfin invoquer le dragon. Le chef était surpris et ne comprenait pas ce que l'élève entendait par « invoquer le dragon ». Chang répondit que le nouveau petit frère était parti de rien et qu'en seulement 7 jours, il avait appris à la perfection les 4 techniques de l'épée de la tempête. Mais le chef ne le crut pas et, sautant sur son disciple, il lui dit que ce n'était pas une chose à prendre à la légère. L'élève expliqua que le récent phénomène céleste était le signe que les 4 épées saisonnières avaient atteint la perfection. Et le maître n'avait probablement pas vu cela en lui. Le chef pensa qu'il s'agissait d'un maître qui s'était révélé dans les environs. Mais il s'avéra que c'était le petit Ping. Le chef était en larmes, heureux que leur secte Qingyun Dao ait enfin donné naissance à un génie. Le chef perdit même connaissance de bonheur. Mais Chang lui demanda de se calmer. Et de ne pas céder à une joie excessive. Le chef se versa une tasse d'eau sur la tête et tenta de se calmer. Après tout, il avait failli se mettre dans le pétrin et le devin avait prédit qu'un malheur l'attendait lorsqu'il aurait 100 ans. Mais Chang ne savait pas que si le cadet continuait à faire partie de leur secte, ne l'empêcherait-il pas de partir? Le maître lui expliqua qu'il s'inquiétait trop. Ping avait déjà assisté à 50 réunions d'ascendants et aucune secte ne l'avait accepté. Et eux seuls l'avaient choisi. C'était une bénédiction pour lui et pour la secte. Ne voyait-il pas qu'il n'y avait aucun problème? De plus, la cultivation est une question de destin. Les autres ne l'ont pas choisi, seulement eux, c'est ça le destin. Et l'élève pensa que si Ping était allé dans une grande secte, tout se serait-il bien passé pour lui? Sans parler de la jalousie des principaux disciples. Même les intrigues entre les grandes sectes, les assassinats secrets de talent pour empêcher la croissance des autres, sont fréquents. Et Chan n'a pas besoin d'être aussi indulgent. Et le maître n'est pas un homme avide. Dès que la secte aura atteint le 2e niveau, il lui dira la vérité. Et la justice triomphera. Mais qu'il reste ou qu'il parte, le choix lui appartient. Chan réfléchit et fit comprendre qu'il suivrait la décision du maître. Le lendemain, le chef a passé un après-midi tranquille. Mais cela ne dura pas longtemps et quelqu'un vint le voir pour lui annoncer une mauvaise nouvelle. Chang a raconté qu'il s'était passé quelque chose. Mais le maître a décidé de se cacher et la secte est désormais entre les mains de l'élève. L'élève expliqua au maître qu'il ne s'agissait pas de collecteurs, mais d'autre chose.
Le maître s'est immédiatement arrêté et s'est demandé ce que pouvait bien être cette autre chose. Et il a commencé à frapper l'élève parce qu'il paniquait tellement. Après tout, il l'avait vraiment effrayé. Le maître lui a ordonné de lui dire quel était ce problème si grave. Est-ce qu'il détruisait quelque chose? Mais Chang a répondu qu'il valait mieux qu'il voie par lui-même. Le maître a regardé et a vu qu'il s'agissait d'une lettre du bureau administratif de la secte Qingzhou. Et aujourd'hui, afin d'empêcher les sectes frauduleuses de tromper les gens, toutes les sectes non reconnues sur le territoire allaient être contrôlées. Dans un délai de 2 mois, il fallait présenter 10 pierres spirituelles de qualité inférieure pour confirmer la légalité de la secte. Le maître était en colère et n'était pas d'accord avec la lettre, car il n'y avait plus de loi. Et contraindre les gens à donner leurs pierres spirituelles et opprimer les faibles? Il allait se rendre dans la capitale et se plaindre à l'empereur. Dans le monde de la cultivation, une pièce de cuivre vaut un petit pain. 10 000 pièces de cuivre équivalent à 100 taels d'argent, ce qui équivaut à un tael d'or. Et 10 taels d'or ne valent qu'une seule pierre spirituelle. Le maître comprenait que sa secte Qingyun n'avait ni mangé ni bu pendant toute une année, ils auraient du mal à rassembler 10 pierres spirituelles. Chang demanda au maître de ne pas paniquer. Il décida alors de demander au maître combien de pierres spirituelles possédait la secte. Le maître rougit et décida de montrer le nombre de pierres sur ses doigts. En voyant le nombre qu'il lui montrait, Chang comprit immédiatement que 70 pierres spirituelles suffiraient. Mais le maître répondit que c'était impossible. Chan pensait que 70 taels d'or seraient difficiles à réunir, mais qu'ils y parviendraient. Mais en voyant le visage du maître, il pensa qu'il s'agissait seulement de 70 taels d'argent. Le maître, honteux, détourna la tête et dit à voix basse qu'il s'agissait de 70 pièces de cuivre. En entendant cela, Chan ne comprit pas comment cela était possible. Même s'ils étaient pauvres, ils formaient tout de même une secte. Le maître lui expliqua que leur secte avait quelques économies. Il pensait que l'argent ne servait qu'à prendre la poussière et découvrit quelque chose de nouveau, le fonds de cultivation. On disait que si l'on investissait de l'argent, on obtiendrait chaque mois des revenus, et même des revenus assez importants. Il avait à peine réussi à obtenir un créneau d'investissement. Mais qui aurait pu imaginer qu'il regardait les intérêts alors que voulait son capital? En quelques jours seulement, ils ont emporté tout son argent. Le maître a avoué et a estimé que les maîtres de Chan avaient été trompés. Chan a immédiatement compris que 70 pièces de cuivre et 100 taels d'or, c'était tout simplement la fin pour eux. Et maintenant, Chan était sûr que la secte Qingyun Dao était vraiment condamnée cette fois-ci. Mais le maître disait que quoi qu'il arrive, il prendrait ses responsabilités. S'il n'y avait pas d'autre issue, il faudrait tout risquer, partir dans les montagnes de la forêt tranquille, si nécessaire. Ils avaient enfin trouvé un génie, ils ne pouvaient pas laisser la secte s'effondrer. Soudain, tout autour d'eux se mit à briller et un éclair jaillit de la montagne. Le maître regardait avec des yeux étonnés et ne comprenait pas d'où cela venait. Chang a immédiatement dit que cela venait de la résidence de son jeune frère. Chang ne croyait pas que le jeune frère avait encore fait une percée. Mais le maître pensait que c'était impossible. Même les génies ne se cultivent pas de cette manière. Mais le maître décida soudain qu'il devait descendre de la montagne et voir s'il pouvait obtenir quelques pierres spirituelles. Car maintenant que le dragon était apparu, quoi qu'il en coûte, il ne laisserait pas la secte être dissoute. La secte était entre ses mains. Et surtout, il fallait prendre soin de son petit frère, l'éduquer correctement et ne plus le mener en erreur. 7 jours plus tard, Pin s'entraînait et n'avait pas l'intention de descendre parmi les gens. Pin démontrait un niveau supérieur de maîtrise du sabre, et tout était parfait. Chang observait et était surpris qu'en 7 jours, il ait pu maîtriser autant de techniques. À ce rythme, il atteindra le sommet en un clin d'œil. Mais il ne pouvait pas regarder cela. La pression était trop forte. Pin vit son frère aîné et s'arrêta immédiatement pour le saluer. Mais Chang lui dit de ne pas s'incliner, et de lui raconter comment s'était passé son entraînement. Pin a raconté qu'il avait appris les 1460 techniques. Cela avait bien sûr été difficile, mais il avait réussi. Chang était stupéfait que son cadet les ait tous appris. Et maintenant, il ne savait pas quoi faire. Mais il se souvint soudainement et lui demanda d'écouter attentivement. Même si ses techniques d'épée atteignaient la perfection, ce n'était qu'un début. Après cela venait la puissance de l'épée, puis l'intention de l'épée. Il existe d'innombrables techniques d'épée, mais un seul coup rempli de la puissance de l'épée équivaut à la puissance de tout un ensemble de techniques réunies. Et ce n'est qu'après avoir maîtrisé la puissance du sabre qu'il pourra être considéré comme un véritable maître du sabre. L'aîné estima qu'il devait se vanter davantage. Sinon, avec un tel talent chez ce garçon, sa supercherie serait dévoilée au bout de 3 jours. Mais soudain, Pin se demanda quel niveau avait atteint son aîné.
Chang regarda le ciel et répondit que Pan était un élève modeste, qui venait seulement d'atteindre le premier niveau légendaire du grand chemin de l'épée, l'intention infinie de l'épée. Et au fond de lui, il était très heureux de pouvoir se vanter. Pan était quant à lui sous le choc des mots qu'il venait d'entendre à propos de l'intention de l'épée et de l'intention infinie de l'épée. Comme il s'y attendait de la part de son frère aîné, c'était un véritable maître caché. Chang expliqua qu'après avoir maîtrisé la puissance de l'épée, il entrait dans le royaume suprême. Celui-ci comporte 3 niveaux, dont le premier est l'intention infinie de l'épée. Et il ne faut pas se tromper en pensant qu'il ne s'agit que du premier niveau. Et s'il l'atteignait, il deviendrait déjà le numéro 1 parmi les 10 nations. Pan réfléchit et décida que son frère aîné était déjà au moins numéro 1 parmi les 10 nations. Il savait que les maîtres étaient grands, mais il ne pensait pas qu'il l'était à ce point. Et s'il apprenait auprès de lui, cela ne ferait-il pas de lui le deuxième plus puissant parmi les 10 nations? Il était devenu un dragon. Et il n'aurait jamais pensé que lui, Pan, verrait ce jour. Pan dit à son frère aîné qu'il ferait tout son possible pour le rattraper. Dans cette vie, il atteindrait lui aussi l'intention infinie de l'épée. Et quand il deviendrait grand, il n'oublierait jamais sa gentillesse. Après ces paroles, Chang se sentit encore plus mal. Mais pour le cadet, tout cela était comme un rêve. Il y a quelques jours encore, il était un homme ordinaire qui s'accrochait à la vie. Et maintenant, il fait partie d'une secte et apprend les techniques du sabre. Ping disait que la lueur du couchant se reflétait au sommet de Qingjian, que les pentes de Anju brûlaient d'une lumière rouge. Et il s'efforce de comprendre les arts de la cultivation de Qingzhou, se nourrissant du vent du matin. Mais Chang a raconté qu'il avait entendu du maître de la secte qu'avant de monter dans les montagnes, il était un érudit. Mais Ping pensait qu'il n'était qu'à moitié savant. Il n'avait jamais obtenu de titre officiel, il aimait simplement lire et dessiner. Et soudain, le doyen lui a demandé de l'aider avec un tableau. Il comprenait que lorsque le petit Ping s'envolerait dans le futur, ce serait la meilleure occasion de se vanter. Et le plus puissant épéiste cultivateur de la nation, Jing, leur avait autrefois peint un tableau. Dans sa vie antérieure, Ping avait rejoint un club d'art pour courtiser sa déesse. Il s'était entraîné assidûment pendant 3 ans et avait finalement appris à dessiner. Mais peu après, la déesse s'est enfuie avec un riche jeune homme issu de la haute société. Et la peinture n'a pas pu sauver le célibataire solitaire. 1 heure plus tard, Ping tenait déjà le papier dans ses mains pour commencer à dessiner, et son aîné l'observait. Il vit que lorsqu'il était sérieux, il était plutôt sympathique, presque comme son frère aîné. Soudain, Ping informa son aîné qu'il avait terminé. Mais Chang décida d'abord d'évaluer le tableau. Et il ne fallait pas s'inquiéter. En ouvrant le dessin, il fut choqué par ce qu'il vit et n'en crut pas ses yeux. Le tableau était si joliment peint que tout semblait réaliste. Il constata que le ciel était baigné par la lumière du soir. La chaîne de montagnes Qingjian ressemblait à un paradis terrestre, les fleurs, les herbes et les arbres semblaient vivants. Le réalisme était d'autant plus frappant dans les détails. Mais c'est surtout son image sur le tableau qui attirait le regard. Sa silhouette seule suffisait à saisir la présence féroce et majestueuse du maître immortel de l'épée. Il avait l'impression qu'il était prêt à sortir du tableau et à frapper en plein cœur celui qui le regardait. Chan a beaucoup aimé le tableau et l'a trouvé magnifique. S'il y avait un défaut, c'était seulement qu'il ne rendait pas pleinement justice à sa beauté. Pan répondit qu'il avait toujours voulu exprimer sa gratitude pour son enseignement et que ce n'était qu'un petit signe de reconnaissance. Chan était sous le choc et le montrait dans son regard. Dans un coin, il vit qu'il l'avait qualifié de « reclus ». Il entendit soudain le maître dire qu'il était son mentor et qu'il trouverait un moyen de sauver leur secte. Mais il a soudainement commencé à entendre la voix du maître qui lui demandait de venir rapidement à son secours. Il comprit immédiatement qu'il s'agissait d'une transmission de la voix du maître. Et pour cela, il fallait beaucoup d'argent, et il ne savait pas encore quelle décision prendre. Pendant ce temps, dans la secte de l'épée Taiyu, l'une des 3 grandes sectes de Qingzhou, un énorme dragon apparut. Et tout cela se passait sur la falaise de la compréhension de l'épée. Les gens se sont rassemblés au pied de la falaise et ont observé tout ce qui se passait. Le garçon qui se trouvait là attendait cela de l'ancêtre des 4 saisons. Une seule trace de l'épée, et cela semble terrifiant. Mais la jeune fille lui demanda de ne pas dire de bêtises. Sinon, pourquoi seraient-ils tous assis là? Les épéistes ordinaires sont-ils dignes que ces génies comprennent leurs traces d'épée? Après ces mots, un coup de foudre a frappé derrière les spectateurs et tout le monde était sous le choc. Le garçon qui se trouvait sur la falaise descendit à l'aide de la foudre et se réjouit en criant qu'il avait enfin compris. Et c'est une grande conclusion. Le spectateur comprit que le frère aîné Shu Heng avait vraiment compris, et voilà la grande conclusion de l'épée du tonnerre printanier. Mais la jeune fille pensait que le taoïste des 4 saisons avait dit un jour que même pour un génie, il fallait au moins 3 ans pour atteindre la grande conclusion.
Le frère aîné Heng y était parvenu en seulement 1 an. Et il est vraiment l'un des 10 meilleurs épéistes de Qingzhou, avec un tel talent, ils ne peuvent que l'admirer. Les maîtres ont dit au frère aîné Mingjian qu'avoir un tel génie parmi ses élèves était vraiment un signe de perspicacité. Et ils le félicitent. Et peut-être que lors de cette conférence, Qingzuxing Dao Shueng remportera même la première place. Mais Mingjian se mit à rire et considéra que ce n'était qu'une grande réussite, rien d'extraordinaire. Mais ils demandèrent à leur frère aîné de ne pas faire preuve de modestie. Mais le deuxième professeur disait que Qingzhou regorgeait de dragons cachés et de tigres tapis, et qu'il était donc un peu prématuré de déjà annoncer la première place. Mingjian a estimé que l'ancien Shen avait raison. Mais comment Enguer pourrait-il mériter cela? Ces quelques élèves n'ont atteint qu'un niveau débutant en 1 an. Ils devaient se retenir consciemment par excès de confiance, laissant Enguer prendre la tête, et c'est pourquoi il n'avait pas encore percé. Mais l'ancien s'est mis en colère et a décidé de lui demander comment il osait parler sur un ton aussi moqueur. Le plus jeune s'en rendit compte et demanda à ses frères aînés de ne pas se disputer, car ils étaient tous du même côté. Et la première place est peut-être exagérée, mais cette fois-ci, le maître de la secte a ordonné qu'il se classe parmi les 10 meilleurs, quoi qu'il arrive. Et eux deux venaient juste de sortir de leur retraite, donc ils ne savaient pas. Cette fois-ci, ceux qui entreraient dans le top 10 recevraient un jeton pour entrer dans la tour de l'épée Texuan. Et il n'a pas besoin d'expliquer ce que signifie entrer dans la tour de l'épée Texuan et passer ses épreuves. Mingjian sourit et répondit que le ciel lui-même l'aidait. Cette fois-ci, lui et son maître occuperaient certainement la première place. Et le maître de la secte pouvait être tranquille. Mais le doyen Shen lui demanda de ne pas parler trop vite, car si un disciple d'une petite secte venait à lui ravir sa place, la honte serait insupportable. Mingjian se mit à rire et déclara que si un disciple n'appartenant pas aux 3 grandes sectes parvenait à vaincre Heng, il nettoierait les toilettes de son frère pendant toute une année. Pendant ce temps, dans la résidence du maître de la secte Qingjian, le chef rassembla toutes ses économies et les posa sur la table. Chang regarda la table et décida de savoir si c'était là la solution à leurs problèmes financiers. Chang regarda et vit un tas de bric-à-brac. Il décida de savoir si c'était le moyen de tout résoudre. Et comment pouvait-il gagner de l'argent avec cela? Le maître répondit qu'il pouvait les mettre au pawn-shop. En tant que leur mentor, il avait vraiment épuisé toutes les idées, et il pouvait faire ce qu'il voulait. Même un cheval mort est soigné comme s'il était vivant. Chan décida de partir pour ne pas se ridiculiser devant le maître. Mais le maître l'attrapa et le qualifia d'élève exemplaire, lui demandant de l'aider une dernière fois. Mais soudain, il a vu le rouleau dans les mains de son élève et s'est intéressé à lui. Chan a répondu que c'était un dessin que lui avait donné son petit frère. Le maître lui arracha le rouleau des mains et s'enfuit en criant qu'ils étaient ruinés et qu'ils ne pensaient qu'à la création. Il décida de le prendre et de le mettre en gage lui aussi. Chaque pièce comptait. Mais Chang disait que c'était inutile. Et il demanda au vieil homme de lui rendre le dessin. Dans leur ville se trouvait le prêteur sur gage Letsé. Le propriétaire accueillait tout le monde avec un visage joyeux et invitait tous les visiteurs à entrer. En voyant les visiteurs, il leur demanda s'ils étaient là pour acheter ou vendre. Le chef répondit qu'il vendait et que tout était de la plus haute qualité. Le propriétaire comprit immédiatement que ses clients n'étaient pas des gens ordinaires. Il leur demanda de jeter un œil à tant de splendeur. Il avait le sentiment d'avoir devant lui des objets rares. En ouvrant le sac, il constata qu'il ne contenait que des vieilleries. Le propriétaire rougit et s'écria que tout cela n'était que des vieilleries, et même des livres érotiques. En entendant cela, le chef se souvint immédiatement qu'il s'agissait d'un album photo en édition limitée de la courtisane Lan. Et il tendit la main pour le reprendre. Et il ne le vendrait certainement pas. Il vendait tous les autres, mais celui-ci, même s'il faisait faillite, il ne le vendrait pas. En entendant cela, Chang demanda à son mentor de lui prêter également cet album. Le chef n'hésita pas et accepta. Le chef a commencé à marchander et a dit qu'il ferait une remise de 10 taels d'or sur le tout. Mais le propriétaire était sous le choc et, en entendant parler des 10 taels d'or, il a dit que le visiteur était fou. Mais le chef a essayé de lui faire comprendre qu'il ne comprenait pas ce qu'était la qualité. Qu'il regarde le tissu de cet oreiller, c'est de la soie dorée. Le propriétaire s'y opposa catégoriquement et lui demanda de vendre le tout à quelqu'un d'autre. En entendant cela, le chef proposa amicalement 8 taels pour tout cela. Mais le propriétaire refusa quand même. Le chef n'a pas pu s'en empêcher et a baissé le prix à 5 taels. Il ne pouvait pas baisser davantage. Mais soudain, le propriétaire a vu le tableau dans les mains de Chan et lui a demandé de le regarder. Chan n'a pas refusé et le lui a tendu. En voyant qu'il s'agissait d'un papier xuyant, le propriétaire comprit immédiatement qu'il n'avait pas de problème d'argent. Alors pourquoi se moquer de leur boutique?
En entendant ces mots, le maître s'étonna que ce papier soit si cher. Le propriétaire regarda et dit qu'il ne s'était pas trompé et qu'il s'agissait bien d'un papier xuyant. Et un tel papier vaut plus de 10 taels d'or. Mais soudain, il regarda de plus près et vit dans le coin une inscription laissée par Ping. Il était sous le choc et demanda à Xiao Lu de s'approcher, car il avait besoin de lui parler. Le maître les regardait d'un air inquiet tandis qu'il chuchotait dans un coin. Lu demanda au deuxième propriétaire s'il en était sûr. Le propriétaire répondit que c'était bien elle à 100%. Le propriétaire s'excusa auprès des garçons et leur dit que le chef devait jeter un œil à cela. Pouvait-il leur accorder un peu de temps? Le maître et Chan remarquèrent que leur attitude avait changé du tout au tout et acceptèrent. 1 heure plus tard, le propriétaire est revenu et leur a dit que le vieil homme de la boutique pensait que la personne qui avait apporté une telle rareté était manifestement un professionnel. Il leur a demandé de ne plus se moquer d'eux. Chan a essayé de dire que ce n'était pas une rareté et d'expliquer d'où elle venait. Mais le maître lui a saisi les 2 joues et a essayé de lui fermer la bouche. Le maître a décidé d'agir différemment et a décidé de parler sans plaisanter et a montré sur ses doigts la somme qu'il souhaitait. Le chef a pensé, d'après leur réaction, qu'ils avaient mal compris quelque chose. Et maintenant, c'était une question de courage. Il était tout à fait possible d'obtenir 50 taels. Et c'était très bien qu'il ait réagi rapidement. En entendant le prix, le propriétaire a commencé à réfléchir. Chan a essayé de lui expliquer qu'il était avare. Mais le maître a dit qu'il ne comprenait pas et que c'était une stratégie. Soudain, le propriétaire a pris la parole et a dit qu'il avait pris sa décision et qu'il offrait 5000 bas. Le maître était ravi d'entendre cela. Mais après réflexion, il a été choqué par le montant qu'il leur avait proposé. Le propriétaire a montré du doigt la somme proposée par le maître et a accepté 5000 bas. Le maître a pensé que le propriétaire se moquait d'eux et lui a demandé de répéter. Le propriétaire a répondu qu'il ne comprenait pas pourquoi le vénérable immortel disait cela. Après tout, ce prêteur sur gage ne plaisante jamais quand il s'agit d'affaires. Chan était également choqué que le dessin vaille 5000 bas. Mais en voyant le regard du maître, il réfléchit à ce qu'il pensait. Il fallait accepter rapidement. Mais le maître s'excusa soudainement, pensant qu'il y avait eu un malentendu. Il voulait dire 50 000 bas. En entendant ces mots, Chan se mit en colère et pensa que le maître était tout simplement fou. Le propriétaire demanda à nouveau à son invité combien il voulait, 50 000 bas? Le maître confirma ses paroles et posa comme condition qu'il n'accepterait pas un centime de moins. Chan aurait voulu que le maître soit un peu plus raisonnable, au moins maintenant. Comment un tableau pouvait-il valoir 50 000 bas? Le propriétaire se mit soudain à rire et répondit que l'ancien propriétaire avait eu raison, que le client n'était certainement pas un amateur. Et il semblait qu'il ne fallait pas compter sur une réduction cette fois-ci. Il décida alors de parler franchement. Même si 50 000 bas représentait une somme folle, pour le reclus Qingliang, ce n'était pas hors de portée. Le maître n'en croyait pas ses yeux. Après tout, il avait simplement lancé ce chiffre pour bluffer, afin de donner l'impression que c'était le maximum. Et lui-même ne comprend pas maintenant comment un tableau peut coûter si cher? Il y a quelque chose qui cloche ici. Il a décidé de se calmer pour commencer. Et il va continuer à suivre cette piste et à chercher des informations. Le maître redevint normal et dit que le propriétaire avait raison et qu'il aurait dû accepter plus tôt. Et pour être honnête, ils avaient déjà demandé le prix dans d'autres magasins. Il n'était pas le seul à connaître l'ermite Qingliang. Mais le propriétaire répondit que l'ermite Qingliang n'était plus un secret dans leur cercle. Bien qu'il soit apparu tout récemment, dans l'état de Jin, on le considère déjà comme le premier savant. Non seulement sa calligraphie est parfaite, mais ses talents de peintre sont encore plus exceptionnels. Et aujourd'hui, dans tout l'état de Jin, d'innombrables femmes sont folles de sa poésie. Elles passent des nuits blanches à rêver de son apparence. Et d'innombrables savants arrogants ont rabaissé leur fierté pour imiter et analyser ses œuvres. Ce style sans précédent a même transcendé les frontières du temps, provoquant une renaissance culturelle dans l'art. Il est seulement regrettable qu'au moment où ces œuvres ont été découvertes, le maître lui-même avait déjà disparu sans laisser de traces. Le monde n'a jamais eu l'occasion de voir son vrai visage. Mais depuis l'Antiquité, les savants accordaient une grande importance à leur réputation. Quel lecteur ne rêve pas de devenir célèbre dans tout le pays, de devenir un grand confucéen respecté de tous? Mais le reclus Qingliang considérait ces choses comme de la poussière, partant si librement. Comment ne pas éprouver à la fois de la honte et de l'admiration? Ne sont-ils pas tous les deux d'accord avec cela? Le maître pensait qu'il parlait de son petit disciple stupide. Le maître approuva ces paroles et leur dit que tout était exactement comme il l'avait entendu auparavant. Le propriétaire estima qu'ils avaient alors dû entendre que ce tableau présentait un énorme défaut et qu'il s'agissait d'un portrait.
Comparé à ses meilleurs paysages, son prix était très différent. Chan se mit alors à rire et comprit de quoi il s'agissait. Il pensait que son apparence incomparable ajouterait certainement de la valeur au tableau. Mais le maître se mit en colère contre Chan et ne comprenait pas comment il pouvait avoir l'audace de rire. N'avait-il pas entendu que le prix était complètement différent? L'élève demanda à son maître de ne pas s'inquiéter. Il n'avait pas encore dit combien ils avaient perdu exactement. Le propriétaire répondit qu'au moins des dizaines de milliers de liens avaient été perdus, et que c'était bien sûr une petite dépense. Le maître se mit à dire à haute voix qu'il avait envie de dévorer quelqu'un tout cru. Mais il se retint et demanda le dernier prix. Le propriétaire répondit que 10 000 taels, c'était tout ce qu'il pouvait donner. Après tout, ce n'était pas un paysage pur, et il n'y avait pas de poème. Le maître accepta immédiatement et le propriétaire fut choqué que le vieil homme ne négocie pas. Mais le maître répondit qu'il n'était pas nécessaire de marchander, car le propriétaire semblait fiable et qu'il valait mieux qu'il aille chercher l'argent rapidement. En sortant du prêteur sur gage, Chang dit qu'il pensait que le maître irait dans un autre magasin. Le maître répondit qu'ils avaient pris ce qu'ils pouvaient et qu'ils s'arrêteraient là. Avec leur force, l'élève pensait-il vraiment qu'il pourrait s'enfuir si quelqu'un venait à le découvrir? Un homme noble est innocent, mais s'il possède du jade, il est coupable. Chang a commencé à féliciter son maître pour son calme et sa débrouillardise, et il n'avait même pas encore réalisé ce qui se passait. Le chef comprenait tout cela, sinon comment aurait-il pu être son professeur? Et il criait qu'il avait 10 000 taels. Mais il s'est mis en colère et a demandé à son élève en le frappant pourquoi il avait choisi un portrait. Ils avaient perdu des dizaines de milliers à cause de cela. Mais Chang répondit qu'il ne savait pas du tout que les portraits ne valaient rien. Le maître regardait l'argent et se demandait qui était ce petit ping et combien il leur cachait. Mais Chan a expliqué que son petit frère avait simplement ses propres difficultés et qu'il ne pensait pas que celui-ci était une mauvaise personne. Le maître répondit qu'il supposait que le jeune disciple semblait sincère. Si c'était le cas, que cela reste entre eux, caché dans leur cœur, et qu'il ne fallait pas chercher la vérité ici. Et quand il décidera de parler, il le fera naturellement. Et assez de paroles vaines. Il faut y aller. Chang fut surpris et se demanda où. Le maître répondit que le jeune frère avait beaucoup fait pour la secte et qu'en tant que son mentor, il se devait de le remercier avec un cadeau digne de lui. Chan ne comprenait pas ce qu'était ce cadeau digne de ce nom. Une fois arrivé sur place, il vit qu'il se rendait dans un pavillon d'origine mystérieuse. Mais Chan décida de demander au maître s'il ne s'inquiétait pas trop, car c'était le magasin le plus cher de la ville. Mais le chef ne comprenait pas ce qu'il y avait à craindre. Cet argent avait été gagné par son jeune frère. Puisqu'il était un génie, ils devaient faire tout leur possible pour l'éduquer, c'était pour l'avenir de leur secte Qingjian. Et il ne fallait pas le considérer comme avide, lubrique et peu fiable, car dans les moments critiques, il savait ce qui était important. Et à l'avenir, si leur secte atteignait le 3e, le 2e ou même le 1er niveau, tout dépendrait peut-être de lui. Mais Chang avait entendu dire que ce pavillon était d'origine mystérieuse. Il avait entendu dire qu'il était terriblement cher. Mais le maître lui a ordonné de se taire et de faire semblant d'être riche. En entrant dans le magasin, une belle jeune fille les accueillit et les salua dans un langage mystérieux. Et les immortels vénérables peuvent entrer sans faire la queue. Le maître était très surpris de voir comment vivaient les riches. Et maintenant, il se souvenait de ce vieux vendeur du prêteur sur gage. La jeune fille décida de lui demander s'ils étaient venus chercher des instruments magiques ou des manuels. Le maître a pris un air important et a décidé de demander combien coûtaient les meilleurs manuels. La jeune fille répondit qu'elle avait tout de suite vu que les clients ne voulaient que le meilleur du meilleur. Dans le magasin, un ensemble de manuels de première classe coûte environ 100 000 taels d'or. Et comme c'était leur anniversaire, ils offraient une réduction de 30%. En entendant cela, Chang fut choqué par une réduction aussi importante. La jeune fille estimait que cela représentait un peu plus de 100 000 taels d'or. Une fois l'événement anniversaire terminé, il ne trouverait plus jamais un prix aussi bas. Chang était choqué qu'elle ait réellement qualifié plus de 100 000 de bon marché. Les riches ne sont vraiment pas faits pour que les pauvres les comprennent. Le maître demanda à son élève pourquoi il paniquait autant. Qu'il fasse preuve d'un peu de fermeté. Mais Chang pensait que leur argent ne suffirait même pas pour un seul ensemble. Le maître décida de commencer par demander combien coûtait le volume introductif. La jeune fille fut surprise et demanda si monsieur était sûr de lui. Après tout, l'achat d'un seul volume était inutile. Le maître lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il soit utile ou non, il fallait simplement dire si c'était possible. La dame répondit que tout était possible. Mais il lui conseilla de bien réfléchir, car leur magasin n'acceptait pas les retours. Le maître demanda à nouveau combien coûtait le volume introductif du manuel de première classe. La jeune fille répondit que c'était bien sûr beaucoup moins cher.
Chang demanda au maître de ne pas se montrer arrogant. Dépenser 10 000 bas pour une technique préliminaire inutile était de la folie. Le maître lui rappela à quel point son jeune frère était extraordinairement intelligent. Chang s'en souvint et comprit tout. Il avait acheté tout le set pour un seul signe de sabre aléatoire. Et le maître avait raison. Pour ce monstre, le volume introductif suffirait certainement. Il était tellement heureux et satisfait qu'il considérait cela comme un énorme profit. La jeune fille s'approcha et lui dit qu'elle venait de demander au commerçant si ces 3 tomes introductifs de manuels de première classe pouvaient être vendus séparément. Le maître se demanda lequel d'entre eux était le plus puissant. La jeune fille réfléchit et répondit que la plus grande puissance était celle de la technique de l'épée, courant de rivière. Elle est ainsi nommée parce qu'une fois maîtrisée, la puissance de l'épée coule comme un fleuve puissant, vraiment redoutable. Et si quelqu'un a un talent exceptionnel, il peut même comprendre le niveau suivant, la technique du sabre, l'In-Ai. Mais c'est aussi la plus chère. Même un seul volume d'introduction coûte 9000 taels d'or. Le maître était choqué qu'un simple fragment coûte autant. Il a décidé d'investir tout son argent et d'acheter le plus cher. Avec l'argent restant, il souhaite acheter des pilules de haute qualité pour améliorer le QI et des pilules énergétiques. Chang était surpris et demanda au maître s'il était sûr de ne pas vouloir garder une seule pièce. Le maître affirma qu'il dépenserait tout son argent. Mais Chang comprit et décida de demander au maître s'il n'était pas sous l'influence de quelque chose aujourd'hui. Le maître pleurait ses 10 000 taels. Et il tendit l'argent. Mais la jeune fille ne pouvait pas le prendre de ses mains et lui disait de le laisser partir s'il achetait. En sortant du magasin, Chang a essayé de calmer le maître, car il pleurait sans arrêt. Le maître répétait qu'il souffrait beaucoup. Mais le maître demanda soudain à son élève si ses 2e et 3e frères cadets ne passaient pas eux aussi les examens d'alchimiste et de maître rune à la fin de l'année. Chang répondit que oui. Et comment le maître comptait-il rentrer? Il n'avait pas d'argent. Le maître n'avait pas l'intention de rentrer et décida de lui montrer l'endroit secret où se trouvaient les trésors. Pendant ce temps, le vendeur criait qu'il faisait une vente de manuels. Et le prix était au poids, 10 taels d'or par Cathy. Les garçons se sont immédiatement approchés de lui et le vendeur a décidé de leur demander s'ils voulaient faire peser quelque chose. Chang était sous le choc et ne comprenait pas s'il s'agissait de la cachette dont il lui avait parlé. Le maître demanda à son élève de ne pas se laisser tromper par le prix, car de véritables trésors étaient cachés ici. Le maître dit au vendeur que 10 taels pour un Cathy, c'était du vol. Et maintenant, il lui demandait 10 Cathy pour 10 taels. Mais le vendeur n'était pas d'accord et considérait qu'il s'agissait de marchandises authentiques. Mais le maître décida de le presser et de savoir s'il vendait ou non. Et si ce n'était pas le cas, il partirait immédiatement. Après ces mots, le vendeur proposa 5 Cathy. À ce moment-là, Chan s'écarta et s'accroupit. Il regarda autour de lui et vit des bandes dessinées représentant le développement idéal de visions informes. Il était sous le choc et ne comprenait pas de quoi il s'agissait. Il était impossible de travailler avec ça. Le maître se sentit alors satisfait et ils revinrent les bras chargés. Mais Chan décida de lui demander s'il voulait acheter quelque chose pour lui-même. Mais le maître ne savait pas quoi acheter. Après tout, il n'était qu'un vieil homme squelettique. L'essentiel était que son élève et sa secte se portent bien, c'était tout ce qui comptait pour lui en tant que mentor. Mais Chan trouva que son maître était très désagréable aujourd'hui. Le maître lui ordonna immédiatement de partir. Et il lui donna 7 jours pour maîtriser rapidement les bases de la technique de l'épée du courant fluvial, sinon ce serait une année sans aucune simulation. Chang supposa qu'il devait s'entraîner. Le maître lui donna une gifle et répondit que tout était vrai. Et pourquoi remettre le rouleau directement à son jeune frère? Comment pourrait-il alors conserver leur réputation de maître? Qu'il s'entraîne rapidement aux bases. Ce n'est qu'un volume introductif, il suffit d'être malin. Ensuite, il pourra faire semblant d'être un maître expérimenté qui l'enseigne. Et pendant ce temps, il doit utiliser les rouleaux achetés au marché pour se couvrir, le forcer à les lire d'abord. Chang pensait qu'avec son incroyable compréhension, il pourrait même venir à bout de ces rouleaux achetés. Le maître se mit soudain à rire de lui et à dire que Chan était sérieux dans ses affaires. Et il pense sérieusement que la technique des 4 saisons vient du comptoir? Mais il expliqua que les rouleaux vendus au marché reprenaient des techniques réelles, mais qu'ils étaient en réalité complètement absurdes. On ne pouvait pas les qualifier de réels, ni dans leur essence, ni dans leur méthode. C'est comme la différence entre une invention et une histoire vraie. Qu'il jette un œil à ces livres, s'il y en a un seul qui ressemble à une technique de cultivation. Et ils ne tromperont qu'un novice complètement inexpérimenté comme Ping. Chan a décidé de se renseigner, alors pourquoi a-t-il dit qu'il les donnerait à ses 2e et 3e frères cadets pour qu'ils s'entraînent? Le maître répondit que c'était aussi une blague.
En réalité, il prévoyait de les mettre dans le pavillon des sutras comme décoration. Il imagine un autre plan pour le deuxième et le troisième frère. Il se mit à rire, trouvant cette idée ridicule. Apprendre les rouleaux du marché, c'est une fantaisie. Si quelqu'un arrive à comprendre quoi que ce soit à ces sottises, il mangera tous ses livres comme un maître. Mais Chang a proposé de tromper le plus jeune frère avec un autre tableau. Ainsi, les techniques du deuxième et du troisième frère seraient également résolues. Le maître répondit qu'il y avait également pensé. Mais il l'avait déjà trompé une fois pour le bien de la secte. S'il continuait, il craignait qu'ils oublient leur objectif initial et ne voient en Pin qu'une simple source d'argent. Mais d'un autre côté, Pin ne peut peindre qu'un seul tableau, et celui-ci l'emportera sur des siècles de travail de leur secte. Et pour que la secte se développe, tout nécessite des dépenses. Quel choix difficile il doit faire. C'est pourquoi il déteste ces dilemmes moraux et va maintenant prendre le temps de réfléchir avant de prendre une décision. En attendant, il doit sérieusement lui enseigner l'art du sabre pendant ces 2 mois. Il prévoit de l'envoyer à la conférence sur les sabres de Qingzhou. Chang était sous le choc et demanda au maître s'il était sérieux. Il pria son mentor de ne pas prendre de risques. Son petit frère pouvait comprendre rapidement les techniques du sabre, mais il n'avait pas la force intérieure nécessaire. Il est fort à l'extérieur, mais vide à l'intérieur. Et c'est la conférence de Qingzhou sur le Dao de l'épée, et dans un vrai combat, on peut y être tué. Il a lui-même participé 2 fois à la conférence de Qingzhou sur le Dao de l'épée. Tous les meilleurs talents de Qingzhou s'y réunissent. Il n'était qu'un participant, mais avec une chance incroyable, il a remporté tous les combats libres et s'est hissé dans le top 500. Et Ping est maintenant comme un enfant qui a maîtrisé les techniques de combat les plus complexes. S'il y va, c'est du suicide. Et le maître lui a demandé de ne pas en parler aux autres jeunes frères. Qu'il leur dise simplement qu'il a récupéré l'argent qui leur avait été pris. Rien de plus. Au sommet de la montagne, Ping s'entraînait sans relâche et apprenait différentes techniques d'attaque à l'épée. Chang, voyant cela, fut surpris, car il n'était parti qu'1 minute et il avait déjà maîtrisé le maniement du sabre. C'était tellement frustrant et enviable. Chang décida soudain de lui demander si l'escrime était devenue ennuyeuse. Pin répondit qu'il s'améliorait chaque jour et qu'il ne s'ennuyait pas ici. En entendant cela, Chan fut choqué et ne comprit pas, était-ce vraiment un être humain? Mais Pin se demanda pourquoi son frère aîné lui posait cette question. Chan répondit qu'il avait simplement pensé que s'il s'ennuyait, il pourrait lui donner un autre rouleau pour s'entraîner. Pin bondit de joie et cria à son frère aîné qu'il s'ennuyait beaucoup ici. Et il pensa que si un seul mouvement de l'épée de son frère aîné lui avait permis de comprendre la technique de l'épée, alors s'il lui donnait un rouleau sur la cultivation, il s'envolerait vers les cieux. Chang lui tendit le livre et le remit entre les mains du jeune disciple. Il lui dit que ce rouleau s'appelait « L'art de l'ancien dieu démon ». En voyant le livre, Ping fut surpris qu'il s'agisse de l'art de l'ancien dieu démon. Si ce n'était pas une méthode de cultivation exceptionnelle, comment osait-il se nommer dieu démon? Et si ce n'était pas une secte secrète immortelle, alors il ne comprenait pas. Chang raconta à son frère qu'il avait trouvé ce rouleau sur la cultivation physique par hasard dans des ruines anciennes, personne ne savait d'où il venait. Mais en tant que cultivateur, on ne peut pas se contenter d'entraîner le sabre. La pratique physique et spirituelle est importante. Et il a manqué le meilleur moment pour la cultivation spirituelle, et sa racine spirituelle est faible. Il vaut peut-être mieux commencer par la cultivation physique. Avec un corps puissant et sa compréhension de l'épée, il n'aura rien à envier au cultivateur spirituel. Chang a immédiatement compris qu'il disait des bêtises. Il ne se croyait même pas lui-même. Et Chang a dit que s'il n'y avait rien d'autre, il valait mieux qu'il parte et qu'il essaie de maîtriser cela lui-même. Dans sa tête, il voulait partir au plus vite. S'il continuait à parler de ses futilités, tout serait dévoilé. Et dès qu'il maîtriserait un peu la technique de l'épée du courant fluvial, il pourrait revenir et organiser un autre spectacle. Il était impatient d'y être. La nuit, Ping commença à étudier la technique de l'ancien dieu démon. Et tout lui réussissait parfaitement. Il comprenait que le nom lui-même était cool et audacieux. Comparé à celle-ci, la technique des 4 tonnerres était insignifiante. Et maintenant, il a envie de s'entraîner. Mais pour apprendre, il faut être totalement concentré et ne pas se laisser distraire. Et surtout, il fallait se retenir. Il allait d'abord renforcer l'impulsion des 4 tonnerres, puis tout le reste. Pendant ce temps, dans la résidence de Changyu, Chang essayait également d'étudier cette technique du dieu démon. Il ne comprenait pas ce qu'il devait faire ensuite. Après tout, il ne comprenait rien. Et on disait qu'il fallait un peu de bon sens. Après avoir passé une demi-journée à s'entraîner, Ping réussit à maîtriser la puissance de l'épée des 4 tonnerres. Il ne lui restait plus qu'à comprendre le sens de l'épée des 4 tonnerres.
Ping comprenait que son frère aîné n'avait jamais dit clairement à quel point il était difficile de comprendre le vrai sens de l'épée, il le ressentait lui-même. Car l'intention de l'épée est la volonté même de la technique, et il ne faut pas l'aborder avec précipitation. Se tromper dans sa compréhension est bien plus dangereux que de ne pas comprendre du tout. Ce n'est pas un hasard si son frère aîné lui a transmis ce guide à ce moment précis, ni avant ni après. Il avait clairement prévu qu'il pourrait céder à l'impatience et s'écarter du droit chemin. Tel est son frère aîné, qui voit toujours plus loin que les autres. Pin décida d'ouvrir le livre et de le consulter. Il tomba immédiatement sur la section consacrée à l'art de tempérer le corps du dieu démon. Et il était comme le vénérable Masuyan, né avant même la création du ciel et de la terre, qui avait traversé 360 millions de tribulations. Et il atteignit l'unité avec le Tao et ne fit plus qu'un avec le cosmos lui-même. Il découvrit cette méthode d'endurcissement par hasard grâce à sa compréhension du ciel et de la terre. Et sous les cieux, tous n'apprécient que le développement spirituel, ignorant la véritable puissance de l'endurcissement du corps, considérant l'ascension d'une montagne comme son sommet. Mais le véritable endurcissement du corps permet d'attraper le soleil et la lune, d'arracher les étoiles, de franchir les cieux avec sa seule chair et de détruire tout ce qui existe d'un seul coup. Le royaume suprême du perfectionnement physique, selon lui, doit imiter les dieux et les démons, les organes divins et le corps du démon. Ce n'est qu'en possédant les entrailles divines et le sang divin des dieux, ainsi que le véritable corps d'un démon, qu'un homme devient le corps d'un dieu démon. Pin a été choqué d'apprendre que les organes divins et le corps démoniaque d'un seul coup, et tout ce qui existe se transforme en néant. En un mot, c'est génial. Mais la cultivation de cette méthode implique de subir des épreuves incroyablement cruelles. Et cela ne s'apprend pas aux gens ordinaires, seuls ceux qui ont une grande volonté, une grande patience et une grande sagesse peuvent le maîtriser. Et il ne sait pas s'il osera relever ce défi. Pin ne comprenait pas ce que c'était que ces absurdités. Et quel perfectionnement sans privation? Le titre de roi des vers de bibliothèque, qu'il avait gagné avant même de s'installer dans ce monde, n'était pas pour rien. Et maintenant, il préférait voir ce qui était dit dans la partie principale. Mais il se souvenait des paroles de Chan, qui disait que le livre contenait une image du dieu démon, un schéma de trempe du corps que le grand taoïste avait découvert en comprenant le ciel et la terre. Il fallait l'étudier attentivement. Pin comprenait en fait le logis, mais la posture le déconcertait. Il ne comprenait pas comment on pouvait pratiquer dans une telle posture. Pin commença à essayer les mouvements et croyait que son frère aîné ne lui aurait pas menti. Il devait se concentrer et ne pas trop réfléchir. Pendant ce temps, dans l'état de Jin, dans le pavillon des rouleaux d'encre, le seigneur demanda à la fée Mo si tout était prêt. Après tout, il était déjà presque l'heure de Yin, et si le brouillon n'était pas remis, ils auraient vraiment des ennuis. La fée Mo répondit qu'elle savait tout, qu'elle se dépêchait et qu'il devait arrêter de la harceler. Monsieur disait que cet ancien livre sur l'art de tempérer le corps du dieu démon ne se vendait pas du tout. Au final, moins de 3 exemplaires ont été vendus. Et il lui demande d'arrêter d'écrire de tels manuels. C'est trop exagéré, personne n'y croit. À leur époque, les cultivateurs aiment les choses plus simples et plus compréhensibles. Et elle devrait jeter un œil au best-seller, Comment rendre une pierre spirituelle 10 fois plus efficace. Il se vend comme des petits pains. Mo le trouvait terriblement ennuyeux. Et s'il trouvait cela si ennuyeux, qu'il l'écrive lui-même. C'est justement ce qu'elle aime faire. Mais soudain, elle s'est souvenue et a décidé de demander ce qu'il en était de ce qu'elle lui avait demandé de trouver. Monsieur répondit qu'il s'était renseigné. L'Académie des 10 Nations commencerait le recrutement officiel d'étudiants l'année suivante. Mo se réjouit et trouva cela merveilleux. Elle allait enfin pouvoir entrer à l'Académie. Et la première Académie allait sûrement attirer beaucoup de monde. 3 jours plus tard, Pin était tellement fatigué qu'il ne pouvait plus bouger et crachait le liquide que son corps rejetait. Il avait déjà craché du sang à 3 reprises, mais il n'était toujours pas prêt de comprendre. Le manuel disait clairement que les personnes douées étaient capables de comprendre le diagramme céleste du dieu démon d'un seul coup d'œil. Son apprentissage était-il vraiment si insignifiant? Plus le chemin était difficile, plus il faisait preuve de persévérance. Mais à partir de ce jour, 11 heures de pratique par jour et 1 heure de repos suffiront. Et si son don n'est pas suffisant, cela signifie qu'il doit travailler beaucoup plus que les autres. Pin décida qu'il ne reculerait plus tant qu'il n'aurait pas compris cette technique. Il continua à réfléchir et était prêt à rester assis sans interruption pour résoudre ce problème. Ce n'est pas pour rien qu'on disait que le Grand Tao réside dans la simplicité. Cela signifie qu'il faut ramener le diagramme de celui qui contemple le ciel à son essence même. Mais il se rendit compte que ce n'était que la surface. Mais il ne savait pas où se trouvait le véritable noyau. Et il se souvenait avoir lu quelque chose à propos de 3 yeux et 6 regards.
L'œil céleste signifie une sorte de vision extrasensorielle, capable de voir au-delà du visible, ce qui est inaccessible aux mortels. Et l'œil du Dharma, s'il se souvient bien, est un niveau de perspicacité plus élevé, permettant de comprendre l'essence et les lois des choses. Et il doit aspirer à des niveaux plus élevés, à la perception de l'essence et des lois de tout ce qui existe. Mais il a compris l'essence et les lois qui se cachent derrière cette technique. Et il a commencé à comprendre un peu. Pin comprenait que lorsque les gens ordinaires regardent le ciel, ils ne voient que l'immensité au-dessus d'eux. Mais ils ne réalisent pas ce qu'ils appellent réellement les cieux. À cet instant, il comprit que c'était le cœur naturel. Les Bouddhas et les démons regardent tous les êtres différemment, car chaque être a un cœur unique. Mais le manuel dit qu'à l'intérieur de chaque être vit un dieu ou un démon qui lui est propre. Il suffit de regarder sincèrement en soi-même pour le trouver. Il comprit alors qu'il avait été très stupide. Il avait failli passer à côté d'une illumination soudaine. Et il n'est absolument pas nécessaire de regarder le ciel. Ce qu'on appelle la contemplation des cieux signifie en réalité transformer son cœur en yeux et voir le monde à l'intérieur de sa propre âme. Dans les recoins les plus profonds de son âme se cache son propre dieu ou démon. Soudain, il sentit un léger vent souffler et ses yeux s'ouvrirent. Mais il décida de s'arrêter et ne comprit pas qui se trouvait devant lui, son dieu ou son démon. À ce moment-là, tous les guerriers influents se rassemblèrent sur la montagne arrière, dans les ruines de l'Académie des 10 Nations. Le démon pensait qu'il s'agissait d'un phénomène céleste et se demandait si une créature divine était vraiment descendue sur terre. Les cieux ne les abandonneraient pas dans leur voie vertueuse. Mais le guerrier lui rappela qu'il lui avait dit de se contrôler. Avec un tel comportement, il ne ressemblait pas du tout à un disciple de la voie vertueuse, mais plutôt à un démon. Et pourquoi s'inquiéter autant? Les phénomènes célestes ne sont jamais tout à fait exacts. Le démon essayait de faire comprendre cela à son frère aîné. Mais le guerrier comprenait tout et proposa d'observer encore un peu. Si c'était vraiment de l'or, il ne pourrait pas rester caché. Mais dans le Grand Palais impérial de Chia, une jeune fille disait à sa majesté que les étoiles tombaient et que c'était un signe céleste de son règne. Et si une créature divine descendait vraiment sur Terre, mais pas dans les limites du Grand Empire de 11e? Que ferait-il alors? Le chef de 11e répondit qu'il s'en emparerait tout simplement. Le monde entier appartient au Grand 11e, sans parler d'une quelconque créature divine. Mais la plaine glacée des bêtes démoniaques était en ébullition. Le chef des démons sentit que l'être divin descendait. Et il semblait que les démons allaient devoir redoubler d'efforts, et se rebeller contre les autres créatures et guerriers. Pendant ce temps, dans la résidence de Shangyu, Chang se torturait à lire un livre et il en avait déjà la nausée. Et pourtant, il ne comprenait toujours rien. Mais il s'était déjà habitué au fait qu'il ne pouvait pas cultiver lui-même, mais le vrai problème venait de son maître. Il se souvenait que le maître avait demandé à son épée de le rendre 10 000 taels. Et c'était 10 000 taels. Chang comprenait que ce vieil homme avide ne lui ferait jamais de cadeau. Et il ne comprenait pas lui-même ce qui lui arrivait ces derniers temps. Dès que minuit sonne, il est envahi par une mélancolie oppressante. Serait-ce le syndrome de la dépression de minuit? Quel est le sens de la vie? Sa petite sœur observait tout cela et se demandait ce qui arrivait à son grand frère ces derniers temps. À cette heure-là, il regardait toujours les étoiles, seul. Était-il vraiment inquiet? Et qu'en pensait son deuxième frère aîné? Le deuxième frère aîné, Shu Luosheng, pensait que tout cela était dû au fait que le talent du nouveau petit frère était trop faible. Mais en tant que frère aîné, le sectateur ne fait preuve d'aucune patience. Demain, il donnera lui-même une leçon à ce petit frère, et par la même occasion à l'aîné, afin qu'il comprenne ce que signifie être un véritable mentor. Chang souffrit longtemps, puis comprit soudainement que c'était là le pouvoir qu'il essayait d'atteindre. C'est sa propre technique de cultivation physique. Mais Ping ferma les yeux et se concentra seulement pendant un court instant. Cependant, dans son esprit, cela semblait avoir duré des heures. Et dans son cœur s'élevait un dieu-démon dont le corps semblait forgé dans l'acier céleste. Éternel et indestructible, tenant entre ses mains la loi de l'univers et se dressant face à tout le cosmos. Toute son essence dégageait une aura impossible à saisir du regard, effrayante au-delà de toute comparaison. Et lorsque ses yeux qui voyaient tout se tournèrent vers Pin, un flot irrépressible d'informations sur le perfectionnement s'abattit sur lui, tel un fleuve tumultueux se jetant dans l'océan et se déversant dans son esprit. Dans le monde réel, Pin comprenait que le soi-disant art de tempérer le corps d'un dieu-démon consistait à prendre le ciel comme un marteau, la terre comme un creuset, à absorber toutes les choses existantes et à refondre le corps. Il se divise en 5 étapes, petit dieu-démon, grand dieu-démon, dieu-démon suprême, dieu-démon taoïste et dieu ancêtre taoïste. Et maintenant, la méthode qui réside dans l'esprit de Pin est celle du petit dieu-démon.
En utilisant le ciel comme marteau et la terre comme creuset, en trempant la chair 81 fois, on peut densifier le corps du petit dieu démon. À ce moment-là, la force de la chair deviendra semblable à celle d'un véritable dragon, le sang et le QI bouillonneront comme un soleil ardent, et l'essence, le QI et l'esprit atteindront leurs limites. Mais la clé de la pratique de l'art de l'endurcissement du corps du dieu démon réside dans le marteau céleste et le creuset terrestre, en utilisant le ciel comme marteau, la terre comme creuset, pour endurcir le corps encore et encore. Et par le biais de l'énergie spirituelle, une connexion avec le ciel et la terre est établie, la puissance de la terre est empruntée pour former le fourneau suprême, puis la puissance céleste est utilisée comme un marteau divin. Elle frappe le corps, le trempant jusqu'à ce que le corps du dieu démon soit forgé. Ce processus est extrêmement dangereux, le corps s'effondre et se reconstruit encore et encore, exigeant une volonté surhumaine. Et plus la méthode de cultivation est puissante, plus elle met à l'épreuve l'endurance. Il le comprend parfaitement. Mais pour former le marteau céleste et le creuset terrestre, il a besoin d'une énorme quantité d'énergie spirituelle pour se connecter au ciel et à la terre. Mais il ne sait pas quoi faire? Pain comprenait qu'il n'y avait absolument aucune énergie spirituelle dans son corps. Mais il avait entendu dire que les pilules dans le monde de la cultivation pouvaient donner une certaine force spirituelle. Cependant, chaque médicament contient une part de poison, et comme il n'est même pas encore entré dans la phase de purification du QI, il ne sait pas si c'est sans danger et ne peut pas agir de manière imprudente. Son maître lui avait dit que son deuxième frère aîné était spécialisé dans la fabrication de pilules. Il se demanda s'il pouvait lui demander de lui apprendre. Pendant ce temps, dans la résidence du deuxième frère aîné, Shu s'entraînait et créait une boule de feu grâce à sa cultivation. Il comprenait qu'une autre pilule s'était formée, mais il devait rester calme, ne pas se réjouir de son succès et ne pas se lamenter sur ses pertes. Et demain, il montrera à son frère aîné ce que signifie être un véritable maître et un exemple. Pendant ce temps, dans la résidence du frère aîné, Chang était en colère et voyait qu'il ne comprenait rien. Et il décida d'abandonner. Il n'y penserait plus. S'il travaillait dur, l'échec ne pourrait pas le rattraper. Mais même s'il ne comprenait pas, au final, il ne deviendrait qu'un monticule de terre. Tout cela n'avait aucun sens, tous ses efforts, toutes ses discussions sur le succès, tout cela n'avait aucun sens. Mais le maître lui-même gravit la montagne et décida de savoir comment se portaient les progrès de son élève aîné. Et avait-il déjà compris l'art du sabre à 9000 coups, semblable au courant d'une rivière? Mais Chang ne savait pas quelle différence cela faisait qu'il ait compris ou non. Ce n'est qu'en abandonnant ses attachements qu'on peut trouver la joie. Mais le maître était sous le choc et ne comprenait pas ce qu'était cette lumière bouddhiste éblouissante. Qu'avait-il cultivé au juste? Chang répondit qu'il rendait compte à son maître et qu'il ne cultivait rien du tout. Mais cet élève ne se souciait plus de rien. Le maître pensait qu'il savait en réalité que tout finirait ainsi et qu'il était temps de partir dans les montagnes de la forêt silencieuse. En entendant cela, Chan fut choqué et ne comprit pas pourquoi. Mais le maître répondit que cette véritable épreuve, à la limite entre la vie et la mort, pouvait l'aider à progresser, ce qui serait bénéfique pour son développement. Le maître décida qu'il l'accompagnerait. Mais Chang était indigné, car il savait que les montagnes de la forêt silencieuse étaient la région la plus dangereuse de Qingzhou. En raison de la forte concentration d'énergie spirituelle, d'innombrables bêtes démoniaques puissantes y vivent. Même s'il est l'élève de la secte la plus puissante de Qingzhou, mourir là-bas est monnaie courante. Mais le maître estimait que tant qu'il le formait, il pouvait également chasser des bêtes démoniaques de bas niveau et gagner quelques points de technique pour ses camarades plus jeunes. Chang se mit à courir et à crier qu'il n'irait pas dans les montagnes de la forêt silencieuse, et que sa vie était plus importante que tout. Mais le maître lui demanda de se taire. Et n'avait-il pas dit à l'instant que plus rien ne l'intéressait? Pendant ce temps, les 4 sectes des épées du tonnerre se sont réunies en un seul endroit. Le chef a déclaré que cette disciple participait à ce tournoi, et qui avait atteint la grande perfection dans la maîtrise de l'épée du tonnerre printanier, et même 2 qui l'avaient amené à la perfection, et qui étaient vraiment dignes d'être considérés comme les meilleurs talents de Qingzhou. Cependant, la prochaine conférence du Dao de l'épée de Qingzhou n'est pas un événement anodin. Il ne faut pas baisser la garde avant les 2 mois qui la précèdent. Et pour conquérir une place dans le top 10, le maître de la secte lui-même l'instruira personnellement dans la cultivation. Les disciples étaient choqués que le maître de la secte lui-même les enseigne personnellement, et c'est probablement sérieux. Certains sont dans la secte depuis tout ce temps et n'ont jamais vu le maître de la secte. Le chef a déclaré que la raison était encore inconnue et qu'il fallait simplement faire tout son possible pour entrer dans le top 10. De plus, ils avaient des informations confirmées selon lesquelles la secte secrète de Qingzhou avait également envoyé des disciples pour participer à la conférence du Tao de l'épée de Qingzhou.
En entendant parler de la secte secrète, les guerriers ont compris que cela compliquerait les choses. Et au-dessus de Qingzhou se trouve Jin, et au-dessus de Jin, 10 nations. On dit qu'autrefois, les 10 nations ont connu un grand bouleversement, certaines sectes importantes ont disparu, et une partie de leurs forces les plus précieuses se sont cachées dans des endroits reculés. Certaines sectes secrètes ne transmettent leur héritage que par une seule lignée, gardant les secrets les plus élevés. Ces sectes ne peuvent même pas être comparées à la secte des 4 épées du tonnerre. Mais tous les maîtres influents se sont réunis un jour dans la secte des 4 épées du tonnerre, dans la grande salle. Ils ont tous ensemble montré leur respect au maître de la secte. Mais le maître leur a demandé de ne pas être formels. Aujourd'hui, il les a tous réunis pour une affaire importante. Le maître leur a dit qu'il les avait tous réunis aujourd'hui pour une affaire importante. Les chefs des pays ont demandé au maître de la secte s'ils pouvaient lui demander ce qui s'était passé exactement. Était-ce lié au jeton de la tour des épées de Tai Xuan? Le maître répondit que non. Et si cela ne concernait que le jeton de la tour de l'épée Tai Xuan, cela n'aurait pas été si grave. Savait-il qu'il existait une académie des 10 nations? Madame ne comprenait pas de quelle académie des 10 nations il s'agissait. Et cette académie légendaire allait-elle à nouveau recruter des élèves? Le maître répondit que l'Académie des 10 nations était l'académie la plus prestigieuse du continent en matière de voie de l'immortalité. Même les élèves les moins doués y devenaient les meilleurs de tout le continent. Mais le recrutement de nouveaux élèves y était extrêmement strict et mystérieux, parfois ils pouvaient ne recruter personne pendant 10 ans. C'est le rêve de tout cultivateur, mais presque personne ne peut l'atteindre. Madame comprit que le chef de la secte voulait dire que la cour impériale de l'État de Jin allait à nouveau empoisonner les participants à la conférence sur la voie de l'épée. Le chef répondit que tout était exact. Comme auparavant, la cour impériale enverrait secrètement des émissaires spéciaux pour sélectionner les meilleurs éléments et les recommander à l'Académie des 10 nations. Et il savait déjà qui ce serait. Et sur le continent de Xiangyu, le statut de la cour impériale est légèrement supérieur à celui des sectes d'immortels. Et s'il s'agissait de la principale secte d'immortels de l'État de Jin, alors même la cour impériale lui témoignerait du respect. Mais pour une secte comme la leur, même si elle est la première secte de Qingzhou et qu'elle jouit d'une certaine influence, elle ne peut tout de même pas surpasser la cour impériale. Le chef montra le tableau et ordonna à tout le monde de le regarder. Tous furent surpris et ne comprirent pas ce qu'il signifiait. Et l'homme sur ce tableau était-il vraiment un messager? Le chef répondit que cet ermite Qingliang avait disparu sans laisser de traces 6 mois auparavant. Et pouvait-il imaginer où il avait pu aller? Les guerriers réfléchirent et se demandèrent s'il avait rejoint une petite secte pour cultiver l'immortalité. Le maître répondit que, pour autant qu'il sache, il y avait à la cour de l'État de Jin un épéiste hors pair qui avait autrefois été un génie de l'Académie des 10 nations. Mais pour des raisons inconnues, il a été expulsé de l'Académie, puis est devenu général inspecteur et commandant de l'État de Jin. Le monde ne connaît que le seigneur de l'épée Tai Xuan, mais peu savent que ce général inspecteur est également entré dans le domaine de l'intention de l'épée. Et puisqu'une nouvelle toile du reclus Qingliang est apparue ici, il est très probable que cet homme se trouve précisément dans l'état de Jin. Et il y a aussi des rumeurs selon lesquelles ce général inspecteur est non seulement un épéiste hors pair, mais aussi d'une beauté extraordinaire. Un homme de ce niveau à Jin, comment pourrait-il ne pas le connaître? Le guerrier répondit au maître de secte que ce n'était pour l'instant qu'une supposition. Avait-il des preuves? Le chef se mit à rire et comprit tout en un seul mot. En un instant, il jeta le tableau dans le ciel et y insuffla sa magie. Après cela, il décida de savoir s'il pensait toujours qu'il se trompait. Mais il y a une intention de l'épée dans le tableau. Il n'y a que 2 possibilités, soit l'artiste lui-même a touché le domaine de l'intention de l'épée. Mais il ne reste qu'une seule possibilité, l'homme sur le tableau a réussi à condenser l'intention supérieure de l'épée et à l'imprimer dans le rouleau. Les gens se mirent à crier que le maître de leur secte était vraiment clairvoyant. Comme on pouvait s'y attendre de sa part, il avait déduit tant de choses à partir de quelques détails. Le maître répondit que c'était remarquable. Il y a une autre raison, ce général inspecteur est connu pour mépriser la richesse et les femmes, n'aimant que vagabonder dans les montagnes et les rivières, découvrant le monde. Et parfois, il échange même sans hésiter les trésors de l'État, offerts par le roi lui-même, contre de l'argent qui est ensuite dépensé sans réfléchir. Il a trouvé ce tableau par hasard dans l'ancienne ville du fruit blanc. Et selon le commerçant, celui qui l'a vendu ressemblait étonnamment à l'homme représenté ici. Le guerrier pensait qu'en réalité, certains maîtres erraient dans des contrées sauvages, sortaient leur épée volante et l'offraient à un paysan au hasard en échange d'un fruit. Et le maître de la secte souhaite-t-il qu'il lui témoigne leur respect? Le chef répondit qu'il ne devait pas le flatter délibérément. Et plus encore, il fallait même cacher cette nouvelle. Pour un homme d'un tel niveau,
qui a tout vu, de telles manœuvres mesquines ne susciteraient que son mépris. Et s'il le rencontrait vraiment et pouvait lui demander conseil avec respect, peut-être gagnerait-il ainsi sa faveur. Il se considère comme inégalé en matière de sagesse. Sans lui, où serait cette secte? Mais de l'autre côté, la nuit était tombée et Pain était assis dans un froid intense. Mais il comprenait qu'il ne fallait pas encore pratiquer l'art ancien de l'endurcissement du corps du dieu démon, c'était trop risqué. Quant à savoir s'il pouvait utiliser des pilules pour stimuler son énergie spirituelle, il valait mieux demander à son frère aîné. À ce moment-là, le deuxième frère aîné s'approcha soudainement de lui et s'adressa au plus jeune. Il se présenta et se nomma son deuxième frère aîné. Et il pouvait simplement l'appeler frère aîné Luoshan. Ping était choqué que le deuxième frère aîné lui-même soit venu le voir. Il l'a immédiatement salué et lui a témoigné son respect. Shu lui dit que son frère aîné était très occupé ces derniers temps, c'est pourquoi il était venu lui-même lui enseigner l'art de l'alchimie. Ping demanda si le deuxième frère aîné pensait que son talent était trop faible. Mais Shu estime que son frère aîné est en réalité une bonne personne, mais que c'est la première fois qu'il transmet le Tao, il ne faut donc pas prendre ses actions trop à cœur. Sur le chemin de l'immortalité, chaque domaine a son maître. Le fait que son talent dans la pratique du sabre ne soit pas gain ne signifie pas que ses autres capacités ne sont pas précieuses. Ping dit à son frère aîné qu'il ne se décourage pas. Il va simplement s'entraîner plus assidûment à l'art du sabre afin que son frère aîné le reconnaisse. En entendant ces mots, Shu leva les mains vers le ciel, ouvrit la fenêtre devant son cadet et sortit un énorme samovar. Il ordonna de mettre fin à la conversation et de passer à l'alchimie. Ping n'hésita pas et accepta immédiatement. Shu raconta que le Grand Tao comptait 3000 pits et qu'aucune n'était supérieure ou inférieure à une autre. Cependant, c'est précisément dans le Tao de l'alchimie que se cachent les grands secrets du ciel et de la terre. Et selon Frère E, qui est le plus puissant des alchimistes? Mais Ping ne comprenait pas ce que cela signifiait. Il avait déjà entendu quelque chose de similaire quelque part. Shu était curieux de savoir ce que le garçon considérait comme la limite du chemin de l'épée. Et Ping décida que le deuxième frère recelait lui aussi un grand pouvoir. Ping dit qu'il pensait que l'alchimiste le plus puissant était au-dessus de toute chose, capable, d'une seule pilule, de faire perdre la tête au plus fort de ce monde. Et tout génie, aussi invincible soit-il, finira tôt ou tard par s'épuiser. Mais l'alchimiste est capable de transgresser les lois du ciel et de réécrire le destin. Une seule pilule prolongeant la vie peut offrir au cultivateur le plus puissant sous le ciel encore 100, voire 1000 ans de vie.